Et là, tout de suite, on se pose une question. À quand le steak artificiel? Pour nous répondre, je vous demande d'accueillir Jean-François Auquette de l'INRA. Jingle. Bien, bonjour. Je vais essayer de répondre à la question « Mangerons-nous de la viande artificielle dans un futur proche ?» Alors pourquoi cette question? Simplement parce que, comme cela a été dit, nous aurons en 2050 9 milliards de bouches à nourrir. Donc il faut augmenter notre production agricole et notre production alimentaire, tout en répondant aux enjeux sociétaux, c'est-à-dire qu'il faut aussi réduire la faim dans le monde, quantitativement et qualitativement, en apportant les bons nutriments dans l'assiette du consommateur. Il faut aussi répondre aux préoccupations sociétales légitimes qui tournent autour du bien-être animal et du mal-être supposé des animaux d'élevage dans certains élevages intensifs. Il faut aussi protéger notre environnement et donc réduire l'impact des activités humaines, dont celle de l'élevage, sur les ressources naturelles, sur la planète, afin de lutter contre le réchauffement climatique. Alors en effet, on sait que les ruminants produisent du méthane, qui est un gaz à effet de serre. Ils produisent ce méthane en digérant la cellulose des plantes et des végétaux. Et c'est donc la contrepartie de l'aptitude de ces ruminants à produire de la viande et du lait à partir de ressources naturelles que nous, êtres humains, nous ne pouvons pas valoriser et consommer directement, c'est-à-dire les fourrages. Alors il est dit partout qu'il faudrait 7, 8, 9 kilos de protéines végétales pour produire 1 kilo de protéines animales, ce qui n'est pas très efficace, donc 9 pour 1, qu'il faudrait 15 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de viande de bœuf, que l'élevage occupe 30% des terres émergées et 70% des terres agricoles. Donc avec tout ça, les chercheurs se sont penchés sur des solutions. Et il y a une solution qui a été proposée par des chercheurs hollandais de l'université de Maastricht qui tourne autour de la production de viande artificielle. Donc le principe est très simple. On prend des cellules souches, des cellules qui ne sont pas différenciées, qui peuvent se multiplier un très très grand nombre de fois. Ces cellules se transforment progressivement en cellules musculaires qui se multiplient également un très grand nombre de fois. Et vous voyez sur cette image des petites cellules musculaires qui se multiplient. Et après un très grand nombre de multiplications, ces cellules peuvent se différencier et se transformer en cellules musculaires, c'est-à-dire quelque part en viande. Et avec cette technique, selon les promoteurs de cette technologie, on pourrait fabriquer des quantités importantes, voire infinies de viande, simplement en se faisant multiplier un grand nombre de cellules et donc en se passant d'animaux et peut-être en respectant mieux l'environnement. Et donc cette nouvelle technologie a été présentée dans la presse avec énormément d'avantages. Donc il y a un certain engouement pour la presse, pour cette nouvelle biotechnologie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des consommateurs qui sont essentiellement urbains et qui ont oublié finalement que la viande, ça provient du muscle d'animaux d'élevage qui ont été un jour vivants. Donc aujourd'hui, les consommateurs urbains sont assez éloignés de ce qui se passe dans les campagnes. Il y a une préoccupation légitime autour du bien-être animal, et il y a aussi la peur du futur. Et tous ces éléments font que finalement, cette technologie apparaît comme une solution miracle pour le futur. Alors évidemment, notre société doit augmenter la production de ressources alimentaires pour alimenter, pour donner à manger aux 9 milliards de bouches en 2050, tout en réduisant bien sûr la faim dans le monde. Il est dit qu'il faudrait 7 kg de protéines végétales pour fabriquer 1 kg de protéines de viande de bœuf. Cela est très discutable, comme on le verra. Il est dit que la viande artificielle polluerait moins et serait meilleure pour l'environnement que la viande conventionnelle. Ça se discute également. Il est vrai que l'élevage occupe 30% des terres émergées et 70% des surfaces agricoles, mais une grande partie de ces terres correspondent à des pâturages, à des prairies permanentes, à des endroits où on ne peut pas faire de culture, comme les prairies permanentes ou naturelles des moyennes montagnes, comme dans le Massif central, ou voire en Mongolie.
Et enfin, dire que la viande artificielle serait meilleure pour la santé que la viande conventionnelle, cela se discute comme on va le voir. Donc prenons le premier point. Évidemment, si on prend la quantité totale de protéines végétales que l'on trouve dans les aliments que l'on donne au bétail, il faut 6, 7, 8, 9 en moyenne kilos de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines de viande de bœuf, avec une très très grande variabilité en fonction des systèmes d'élevage. Mais ce que les gens oublient, c'est que 80% des aliments qu'on donne aux ruminants, aux bovins, aux moutons, proviennent essentiellement de fourrage ou de coproduits issus de l'agriculture. Les ruminants, par définition, mangent de l'herbe, mangent des fourrages frais, comme de l'herbe pâturée, des fourrages conservés, du foin. Dans ces 80%, l'homme ne peut rien faire. L'homme n'est pas en compétition avec les ruminants pour ces 80%. Évidemment, il faut rajouter 20% de compléments, comme des céréales et des tourteaux, et une partie de la production de céréales sert à l'alimentation du bétail, ce qui est vrai, et il y a certainement une marge de manœuvre de ce côté-là. Néanmoins, si on refait les calculs en prenant en compte uniquement les protéines qui sont consommables par l'homme, il faut, dans les systèmes herbagers, de l'ordre de peut-être 0,2 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines animales. Donc 0,2 kg de protéines végétales non consommables par l'homme. Et donc dans ce système, avec ce calcul, on voit que les ruminants peuvent devenir des producteurs nets de protéines. En ce qui concerne maintenant la question de l'eau, effectivement, il y a une méthode universelle qui a permis de calculer l'empreinte d'eau d'1 kg de viande de bœuf. Et le chiffre qui est annoncé, c'est 15 millilitres d'eau environ pour produire 1 kg de viande de bœuf. Dans cette technique, dans cette méthodologie universelle, utilisée pour des bassins de production, utilisée pour l'industrie, pour n'importe quel type d'activité humaine, on distingue l'eau bleue, qui est prélevée à partir des rivières, à partir des lacs, de l'eau grise, qui est utilisée pour dépolluer l'eau contaminée ou qui doit être traitée. Et il y a enfin l'eau verte, qui est l'eau de pluie, qui est absolument nécessaire pour faire pousser l'herbe dans les prairies. Cette eau de pluie représente 93,5% de l'empreinte en eau totale d'1 kg de viande de bœuf. Évidemment, si on enlève les animaux des pâtures, l'eau de pluie continuera à tomber et l'herbe continuera à pousser, sauf que l'herbe ne sera pas valorisée par les ruminants. Donc aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à dire qu'il ne faut pas compter cette eau verte dans le calcul, et si on prend en compte uniquement l'eau grise et l'eau bleue, le chiffre réel, c'est qu'il faudrait entre 50 et 700 litres d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf, selon que l'on parle d'eau utile ou d'eau totale. Et ce chiffre est bien plus raisonnable et comparable ou voire inférieur à la quantité d'eau nécessaire pour produire du riz, par exemple. En ce qui concerne l'énergie, il est vrai qu'une publication scientifique en 2011 a montré par un modèle que la viande artificielle, basée sur la culture de cellules, utiliserait moins d'énergie que la production de viande conventionnelle, que ce soit la viande bovine, de poulet ou de porc. Cependant, une étude plus récente, en 2015, a montré le contraire, comme c'est indiqué sur cette diapositive. En effet, pour produire de la viande artificielle, il faut des incubateurs géants pour cultiver les cellules, et ces incubateurs géants doivent être chauffés à 37 degrés. Donc il faut beaucoup d'énergie pour produire de la viande artificielle. Comme je l'ai expliqué précédemment, le principe de la viande de culture, de la viande artificielle à partir de culture de cellules, est d'avoir une multiplication un très grand nombre de fois d'un très grand nombre de cellules. Donc ça fait beaucoup de grands nombres, et dans ces grands nombres, de temps en temps, il y a des erreurs dans la multiplication de ces cellules qui peuvent se transformer en cellules
à multiplication déréglée, des cellules un peu cancéreuses, ce qui n'est pas dangereux du tout, car les cellules sont mortes et digérées par l'acidité gastrique. Aussi, dans les milieux de culture, il faut ajouter du sérum de veau fœtal, qui est prélevé évidemment à partir de veaux. Il faut rajouter des hormones, il faut rajouter des facteurs de croissance. Donc la viande artificielle est une viande aux hormones. Il faut rajouter des fongicides et des antibiotiques pour lutter contre la contamination des bactéries et des champignons. Donc avec tout ça, vous, consommateurs, est-ce que vous voulez manger de la viande artificielle? Alors on a fait 3 études qui ont montré que la réponse moyenne est non. De 50 à 70% des consommateurs ne voudraient pas manger de la viande artificielle. Alors, qu'en pensent aussi les scientifiques en général? Donc, les scientifiques de l'INRA ont écrit un article « La viande du futur sera-t-elle produite in vitro ?» Et dans une revue scientifique internationale, une quinzaine d'articles indiquent également que les scientifiques sont sceptiques, car il y a de nombreux verrous techniques pour passer du prototype de laboratoire au prototype commercial. Le coût est élevé, 250 000 € pour le premier steak artificiel. Il y a un manque de ressemblance avec une entrecôte ou une cuisse de poulet, puisqu'on fabrique simplement un burger. Il y a une certaine vision déformée des médias. Et surtout, d'autres solutions sont possibles pour nourrir l'humanité. Comme par exemple réduire le gaspillage alimentaire, qui représente 30% de notre production. On peut évidemment, comme cela a été dit, consommer d'autres sources de protéines, comme par exemple des protéines extraites et purifiées à partir de champignons, des protéines végétales, des protéines d'insectes. On peut également changer nos systèmes d'élevage. Et certains systèmes d'élevage intensifs, comme par exemple aux États-Unis, sont a priori peu favorables pour le bien-être animal et pour les questions d'environnement. Et certains de mes collègues, en particulier mon collègue Bertrand Dumont avec des collègues français et hollandais, ont écrit un article « Make ruminants green again ». Ça veut dire valorisons la viande produite à partir de l'élevage avec de l'herbe et des fourrages. Effectivement, comme vous le voyez sur cette image, les animaux au pâturage contribuent à entretenir les paysages, à maintenir la biodiversité végétale. Le sol des prairies naturelles stocke du carbone, atténuant ainsi la lutte contre le changement climatique. Dans l'herbe, on trouve des bons acides gras, les oméga 3. Donc on trouve une viande de composition favorable pour la santé humaine. Et comme vous le voyez sur cette image, ces vaches sourient, elles sont heureuses. Donc, en conclusion, la solution préconisée de la viande artificielle n'est pas la solution miracle. Et donc, au contraire, pour nourrir l'humanité, il y a bien d'autres solutions qui peuvent agir de concert et de façon simultanée. Merci Jean-François. Merci. Donc la conclusion, c'est que tu l'as compris, Axel, le steak artificiel, c'est pas pour tout de suite. Donc Jean-François, je vous invite à rejoindre Axel au bar de la science pour continuer cette conversation passionnante. Élodie, oui, j'ai tout compris et on va continuer de comprendre. Pendant que Jean-François Auquette nous rejoint, Christophe Le Gall et... Non, Philippe Le Gall et Christophe Bourget, j'ai une question. Est-ce que vous mangez beaucoup de viande et est-ce que vous réfléchissez, là, depuis quelques années, à la manière dont vous consommez de la viande? Peut-être que... Monsieur Le Gall. Ah oui, alors moi, effectivement, je suis un consommateur de viande et en fait, moi, je dis qu'il faut vraiment consommer de tout, de façon raisonnable. Je crois que c'est la meilleure voie pour arriver à soi-même être en bonne forme et aussi conserver son environnement en bonne forme. C'est plus les voies de production comme... on l'entendait juste à l'instant, c'est là où il faut être très attentif. Mais je suis un grand consommateur de viande, de poisson, et je suis très inquiet, moi, sur le poisson, sur le devenir. Aussi de poulet. Christophe Bourget, la viande, alors, pour vous? Moi, moins, c'est vrai, parce que je suis assez sensible aux discours qui sont tenus. Et en revanche, j'ai des ados en pleine croissance qui, eux, veulent faire de la masse musculaire et qui, eux, sont sensibles aux arguments protéines des œufs, protéines de la viande, et qui auraient tendance à en consommer beaucoup. Plusieurs fois par jour. Donc c'est vrai que c'est un discours qui n'est pas facile à harmoniser. Jean-François Auquette, on s'en rend compte aussi à travers votre présentation. Il y a, on va dire,
aujourd'hui, dans notre société, un problème autour de la viande, de sa production jusqu'à l'abattage. Il y a une petite crise de la viande quand même en ce moment. Alors oui, bien sûr, il y a une crise de la viande parce que la viande cristallise tous les problèmes autour du bien-être animal, de la maltraitance animale, des questions d'environnement et des questions de santé. Ouais. Donc tout ça mélangé, il y a une espèce de crise autour de la viande avec des contre-vérités ou des erreurs d'interprétation qui sont véhiculées par les médias. Donc je crois qu'il faut corriger ces erreurs. Et je suis d'accord avec mon collègue, il faut manger de tout, avoir une alimentation équilibrée, sans excès, de n'importe quel aliment. Et donc c'est la clé quelque part de la bonne santé. Et puis il faut aussi veiller à l'empreinte environnementale de son assiette. On l'a senti dans votre présentation, vous travaillez beaucoup avec les éleveurs. C'est aussi pour ça que vous essayez de corriger certaines contre-vérités. Là, pendant 10 minutes, on vous a écouté. Comment ils se positionnent, eux, par rapport à ce qui se passe et quelle est leur réflexion? Comment vous les aidez à réfléchir? Alors donc, il y a deux questions dans cette question-là. C'est quel est le rôle du scientifique et que font les éleveurs? Alors commençons par le scientifique. Par le scientifique. Alors le rôle du scientifique, c'est d'essayer d'objectiver par le raisonnement et par des données les connaissances et les croyances qui peuvent exister. À titre, nous sommes quelque part des experts dans chacun de nos domaines respectifs. Donc on conduit d'une part des travaux d'expertise pour essayer d'objectiver un certain nombre d'éléments, et en même temps, on essaye de faire progresser l'état des connaissances en apportant de nouveaux concepts, voire de nouvelles méthodologies ou de nouveaux outils, non seulement pour les éleveurs, non seulement pour la filière viande ou une autre filière, mais aussi pour les citoyens, les consommateurs et les pouvoirs publics. Donc on essaye de répondre globalement aux attentes de la société en abordant les choses de différents angles, sur le plan technique, sur le plan social, etc. Alors, je suis désolé, je vous coupe, mais on a très peu de temps, malheureusement, parce qu'on en a perdu un petit peu. Concrètement, du côté des éleveurs, ça se traduit par quoi? Quelles sont les solutions apportées, par exemple, je ne sais pas, au problème de la consommation de l'eau ou celui de l'abattage? Choisissez celui que vous voulez, mais alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? En bref, là, j'étais au sommet de l'élevage il y a 2 jours. Ouais. La profession bovine a expliqué qu'elle changeait de posture, qu'elle était à l'écoute de la société et de ses questions. Oui. Et ils ont proposé un pacte pour l'engagement sociétal basé sur une réduction de la production de gaz à effet de serre au niveau de l'exploitation, basé sur un suivi du bien-être animal dans les élevages, basé aussi sur une production de viande de qualité, et enfin avec l'objectif aussi de payer ou de rémunérer de façon équitable tous les maillons de la filière viande.